peut-être des classifications à faire différentes. Hein. On a les médicaments qui sont soumis à prescription, on a les non soumis à prescription. Ils ne sont pas les mêmes dans les différents pays d'Europe, donc il y a peut-être un travail à faire sur l'homogénéisation de ces listes qui permettrait peut-être de ressortir les différentes catégories. Et à l'intérieur de ces catégories, il y en a peut-être qui pourraient ne pas être commercialisés sur Internet. On laisse ça à l'appréciation des États membres, comme on l'a fait pour le médicament à usage humain. Il y a des pays membres qui ne permettent pas la vente de médicaments sur prescription en ligne. Il y en a d'autres qui le permettent selon certaines conditions. Il y en a certaines qui permettent... bon, on laisse c'est la même chose. Il y a des médicaments sur prescription et des médicaments sans prescription dans les médicaments humains aussi. Et donc, on laisse ça on trouve que c'est vraiment beaucoup mieux. Il y a des modèles différents qui sont développés, de distribution des médicaments, qui sont développés de façon différente dans les États membres. Il n'y a aucune raison, on n'a trouvé aucune raison pour vouloir tout homogénéiser. Aucune raison valable, donc on laisse ça. Il reste l'antibiorésistance, c'est-à-dire qu'il reste quand même le premier sujet qui est relié ici, et qui en effet, de par la facilité aujourd'hui de faire des fausses ordonnances pour les faxer ou les envoyer par mail de n'importe où, dans n'importe quel pays, il suffit d'un seul pays qui autorise ça, et en effet, on contourne le problème de la gestion de la délivrance des antibiotiques. Non, parce que les médicaments, on ne peut pas vendre des médicaments qui ne soient pas autorisés dans les pays de destination. Mais avec une AMM centralisée, ils peuvent être autorisés dans tous les pays. Il peut y avoir de la fraude, mais même sans fraude. Même sans fraude. On ne va pas créer de la fraude. Il y a de la fraude aujourd'hui. Comment dites-vous? On ne va pas créer de la fraude. Bien au contraire. On identifie un par un tous les opérateurs qui sont autorisés à vendre en ligne. Et la fraude, on l'a fait avec une camionnette. Oui, bien sûr. On voit l'action des États membres peut-être coordonner elles-mêmes au niveau de la lutte contre la fraude. Oui, tout à fait. C'est peut-être pas dans la réglementation, mais c'est dans l'action des États. Alors il y a beaucoup de mains qui se sont levées. Sur cette question-là, qui est une question très sensible, je ne suis pas certaine que les députés ne cherchent pas à aller plus loin, effectivement. Maintenant, est-ce qu'il y aura une solution? Je n'en sais rien. On n'a pas voulu réinventer la rue. Pas dans le projet de réglementation, en tout cas. Alors, monsieur. Une des difficultés, c'est la délivrance transfrontalière via Internet, avec des modalités de délivrance différentes dans certains pays, par exemple pour des stupéfiants. Il y a des pays, comme la Grande-Bretagne, les stupéfiants, ils sont délivrés en public sur prescription. En France, l'équivalent du Subutex, on n'a pas le droit de délivrer au public, alors que la même existe en vétérinaire, on l'utilise dans nos structures. Et là, il y a quand même une problématique de santé publique. Comment envisagez-vous ce contrôle parce que la falsification des ordonnances, on a tous, en tant que praticiens, eu le cas, que ce soit dans des officines en France ou par Internet, on a tous eu ça. Et sur ce type de substance, ça pose un vrai problème. Mais ce n'est pas l'objet de ce règlement. Ça va encore plus le faciliter. Bon, je ne suis pas d'accord. Qu'en pense Mme Grostet? On ne va pas créer de la fraude en faisant de la clarté. Et notamment, s'il y a des modalités pour la délivrance d'un stupéfiant en France, ça fait partie de l'AMM. Non, ce sont des mesures de gestion publique qui sont en dehors de l'AMM. Mais alors qui sont valables, qui restent valables indépendamment du délivreur. Hein. Donc, on ne peut pas, si on est une pharmacie online britannique, on ne peut pas délivrer quelque chose en France en infraction des règles françaises. Non, on ne peut pas, ça reste illégal. C'est ce qui se fait depuis 10 ans. Donc c'est un problème de contrôle de la part des autorités. Si vous voulez, je comprends très bien je comprends très bien ce que vous voulez exprimer, parce que moi, en tant que citoyenne, tout simplement, je suis très inquiète de cette question-là. Elle m'inquiète beaucoup, autant pour les médicaments humains. Donc c'est vrai que je pense que ça va être une question qui va être soulevée au Parlement quand on va avoir nos discussions. Hein. On n'a pas encore eu les discussions au Parlement. Donc quand on va les avoir, je pense que ça va être une question importante. Et là, j'ai pas la réponse, si ce n'est que dire, il faut qu'on crée qu'on labellise en somme, entre guillemets, des sites de vente en ligne qui soient donc labellisés, donc sécurisés. Mais quand il s'agit de fraude, le problème, c'est les contrôles et les législations nationales. C'est là où on a besoin de travailler vraiment avec les États membres. Bien sûr, parce que
c'est une vraie difficulté. Et puis le sens, attirer quand même l'attention du sens de la responsabilité de chacun dans cette chaîne. Hein. Il y a l'agriculteur, c'est vrai que c'est plus facile pour l'agriculteur de s'approvisionner directement, etc. Mais il faut aussi qu'il soit conscient des conséquences. C'est un acte illégal. Donc le jour où il y a révélation de cette, de l'acte illégal, ça peut vraiment être... non, il n'y a pas de droit pénal européen. Mais cependant, je vous dis, il faut quand même... Pourquoi on a fait ça? On l'a fait parce que ça existe déjà dans la plupart des États membres. On l'a fait parce qu'on l'a fait pour les médicaments à usage humain. On l'a fait pour les raisons que j'ai expliquées. On l'a fait parce que c'est une mesure qui promeut le marché unique. On veut avoir un marché unique. On veut abattre les barrières artificielles. Aussi pour les médicaments, il n'y a pas que des antibiotiques, évidemment. Les États membres restent complètement libres d'interdire la vente en ligne d'antibiotiques. Et voilà. Donc c'est aux États membres de compléter l'édifice juridique par des mesures nationales avec des mesures de lutte contre la fraude. Donc non seulement des mesures législatives, mais des actions, éventuellement coordonnées avec d'autres pays. Mais ça ne relève pas d'un règlement communautaire. Mais c'est comme pour les vétérinaires dispensateurs. C'est les États membres qui décident. Le principe général, c'est que c'est les États membres qui décident qui peut vendre quoi, qui est autorisé à vendre quoi. Voilà. Ça reste le cas. Bonsoir. Et Jean-Louis Huneau du syndicat d'industrie du médicament vétérinaire. Je voudrais d'abord vous remercier de cet exercice d'information et de consultation. Deux remarques. L'un sur la question qui vient d'être traitée. Nous rencontrons très régulièrement les administrations en charge du contrôle au niveau national. Ce sont la brigade vétérinaire, ce sont les fraudes, ce sont les douanes, c'est l'OCLAEPS. Et il y a des opérations internationales qui sont menées, Pangea par exemple, de coordination de la lutte contre le commerce de produits illicites. Et en effet, les autorités sont sensibles notamment au commerce de médicaments qui pourraient venir sur des animaux producteurs d'aliments. Donc, je ne voudrais pas laisser le sentiment qu'il n'y a rien. Et le problème est heureusement beaucoup plus grave ailleurs qu'en France, en tout cas, parce qu'il y a une sécurisation de la filière en France que l'on trouve pratiquement nulle part ailleurs. Et donc le problème est plus pour les producteurs, pour les industriels, à l'extérieur des frontières, et notamment sur le continent africain, où vous avez, source OIE, des zones avec 70% de produits non conformes, voire même C'est la même chose pour les médicaments humains, malheureusement. Tout à fait. Donc, je veux dire, c'est normal qu'il y ait de l'émotion et la volonté de soulever le problème, mais je crois que le problème se pose peut-être encore davantage en dehors de la France et surtout en dehors des frontières de l'Europe. En tout cas, il y a des autorités mobilisées et je peux vous indiquer que quand on leur signale des sites internet, ils mènent des investigations auprès de leurs collègues des autres pays parce qu'ils ont un réseau international maintenant, je pense, assez efficace et il faut bien sûr travailler cela, mais je pense qu'il est important de dire qu'il y a déjà quelque chose. La deuxième réflexion que je voudrais faire, et par rapport aux questions que soulève Christophe Hunier, et qui sont tout à fait légitimes, c'est qu'il est normal que lorsqu'on est dans un processus de révision de la réglementation, qui intervient tous les 10 ans, on va résoudre tous les problèmes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une gestion, parce que les cas qui sont cités là sont aussi des cas de gestion qui appartiennent aux agences. Et si les agences veulent faire l'harmonisation européenne, elles peuvent le faire. Et donc finalement, aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment qu'on demande à l'auteur du droit, qui est la Commission, qui est le Parlement, de compenser ce que ne font pas suffisamment les agences, c'est-à-dire un travail d'harmonisation, et qui bénéficierait d'abord aux industriels. Parce que ce que vous appelez l'administrative burden a quelquefois une origine réglementaire, c'est vrai, et vous êtes en train d'y répondre largement. Et moi, je voudrais saluer la qualité du travail général qui a été fait, et vous l'avez rappelé, et je voudrais dire que c'est vrai, et que c'est important, il y a beaucoup de progrès, et même s'il reste évidemment encore des questions à soulever. Mais surtout, ce que ne fera jamais ce texte, c'est changer la culture
des pays, changer la culture des agences pour que celles-ci travaillent davantage, je dirais, dans un esprit de marché européen. Et donc, les industriels se plaignent de ça, et c'est normal que l'on exprime ce souhait de voir les gestionnaires, les évaluateurs et les gestionnaires pratiquer davantage, je dirais, l'Europe, ce qui ferait baisser un peu la pression sur l'exercice que vous faites. Si je peux, on a essayé de faire un travail de changement de culture en ce qui concerne les AMM. Le rolling out des autorisations nationales décentralisées avec le vote en majorité dans le... Comment ça s'appelle? Le groupe de coordination des États membres, voilà. Avec une décision par consensus ou en majorité avant de repartir au comité scientifique. Ça, on a essayé. On va voir ce que ça va donner en termes de résistance au changement. Mais on a essayé, on n'a pas des antibiotiques. On a essayé de forcer davantage les agences, les autorités nationales à travailler ensemble pour avoir un effet marché intérieur. Voilà. Nous avons à peu près encore 10 minutes, mais les échanges pourront se poursuivre en bas autour du buffet. Et c'est pour libérer l'amphithéâtre. Alors, on va prendre les 3 voix qui se sont levés. Monsieur, madame et monsieur. Et de nouveau monsieur là-bas. Pierre Mulnet, président de la Fédération de la distribution du médicament vétérinaire. Donc, je vais rejoindre un petit peu ce qu'a dit Jean-Louis. C'est au sujet de la distribution du médicament vétérinaire. Parce qu'effectivement, dans l'article 104, la distribution en gros de médicaments vétérinaires est soumise à la possession d'une autorisation de distribution en gros. Les autorisations de distribution en gros sont valables dans toute l'Union. Et là, il y a un problème, c'est parce qu'effectivement, les agences ne sont pas coordonnées, et je pense que, c'est peut-être parce que nous vivons en France, que la nôtre est certainement une des plus exigeantes qu'il y ait, et on n'est pas sûr que dans des pays que je ne citerai pas, mais qui sont situés à l'est de la France, la législation et leurs agences soient aussi rigoureuses que les nôtres. Donc il y a une distorsion de concurrence entre eux et nous, parce que demain, que ce soit par un travail physique de distribution ou par Internet ou quoi, il y aura forcément une grosse distorsion entre nous, et ça, c'est quelque chose qui ne pourra pas être tolérable par nos économies. Vous mettez en discussion le principe même du marché unique, monsieur. Oui, mais il faudrait qu'il y ait plus d'uniformité que ça, parce que d'un côté, on est avec un bras dans le dos, et de l'autre côté, ils sont complètement libres. Oui, mais c'est une question de surveillance du marché, des contrôles. Oui. Mais chacun pense, pas tous, mais il y en a plusieurs qui pensent être le numéro 1 que les autres, c'est un peu des crasses. Non, mais ça, j'exagère un peu, et je ne parle pas de la France en général. Mais en tant qu'observateur de l'interaction entre États membres, jamais directement, parce que les États membres ont la tendance à ne pas s'affronter directement, surtout lors des conseils, mais quand on fait on entend, et ça vient aussi de mon expérience précédente, je m'occupais de législation sur la sécurité des produits de consommation, où il y a de la réglementation moins appuyée en termes d'autorisation, parce que vous n'autorisez pas un jouet ou une machine à laver ou des vêtements, mais il y a beaucoup plus de marché intérieur, donc, et la surveillance, la coordination de la surveillance du marché est beaucoup plus cruciale, parce que n'importe quel lot de produits qui rentre à Marseille ou à Hambourg, etc., puis circule d'Helsinki à Lisbonne, d'Athènes à Chypre, etc. Et c'est toujours la question, mais alors si on fait les mêmes règles pour tout le monde, les autres sont moins bons dans l'application, c'est le dilemme du marché intérieur. Je suis sûr qu'à l'intérieur des pays, peut-être moins centralisés de la France, il y a les mêmes discours qui se font entre autorités régionales. Hein. Ah, mais alors là... Ça complique d'autant plus les choses, c'est vrai.